Allez, dernière partie de ce travail, un petit peu long, mais finalement, comme souvent, les épreuves est sec. Troisième partie, où est-ce que j'ai mis là? Donc la première question, une question relativement simple, puisqu'on nous dit de justifier que la variable aléatoire AIM suit la loi binomiale B de M 1 sur N. Qu'est-ce que c'est que cette variable? La variable AIM donne le nombre de vignettes numérotées I obtenues dans les M premiers paquets de céréales. Bon. Donc évidemment, je commence par me donner un I dans un N. Et donc la variable AIM compte le nombre de succès. Le succès, c'est obtenir la vignette numérotée I. Lors des M répétitions indépendantes bon, les vignettes on les tire pas, je sais pas comment dire, de l'obtention, je vais marquer ça comme ça, hop, d'une vignette parmi les n possibles. Le succès a donc comme probabilité un sur n, et donc AIM suit la loi binomiale de paramètres m, le nombre de répétitions, et 1 sur n, la probabilité du succès. Petite question, très simple. Question B. Hop, hop, hop. Calculer la covariance de A1M et de M-A1M. On peut remarquer que A1M suit et M-A1M admettent un moment d'ordre 2. Donc le couple admet une covariance. Bon. Cette covariance de A1M et de... Je vais mettre un point virgule pour qu'on les qu'on différencie bien la virgule qui est là du point virgule qui est là. Donc cette covariance de A1M et de M-AAM, donc on aura du mal à la calculer avec la formule des covariances. Mais par contre, on peut utiliser la bilinéarité de la covariance. On aura donc la covariance de A1M et de M moins la covariance de A1M et de A1M. Et ça, cette covariance, en fait, on sait la calculer puisque c'est une variance. Donc ici, on aura 0 moins la variance de A1M, c'est-à-dire 0 moins la variance d'une variable aléatoire qui suit la loi ici binomiale en question. Donc on aura M multiplié par 1 sur N multiplié par 1 moins 1 sur N, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé le 0, mais j'aurais pu le retirer, moins M. Ici on va avoir N moins 1 sur N, N moins 1 sur N carré. Donc on a la covariance de A1M et de M moins A1M est égale à cette chose-là. On peut remarquer que la covariance est négative. Question C. À l'aide d'un raisonnement par l'absurde, en déduire que les variables A1M et A1 ne sont pas mutuellement indépendantes. Évidemment, si elles l'étaient, cette covariance serait probablement nulle. Je dis probablement parce que ce n'est pas la covariance de deux variables de la liste en question. Bon.
On nous dit clairement de faire un raisonnement par l'absurde. Donc supposons que A1M, ANM soit indépendante. Alors, mutuellement indépendante. Bon. Alors évidemment, la covariance de n'importe quel couple de ces variables, pourvu qu'on ne prenne pas deux fois la même, serait égale à 0. Mais évidemment, il va y avoir un lien avec ce qui précède. Ici, qu'est-ce que c'est que cette variable aléatoire m? Or, on peut remarquer que A1m, c'est quoi? C'est le nombre de vignettes obtenues dans les m premiers paquets de céréales, et ainsi de suite. On peut remarquer que A1m, donc le nombre de vignettes numéro 1, plus A2m, le nombre de vignettes numéro 2, plus ANM, le nombre de vignettes numéro n, bref, quand j'ajoute le nombre de vignettes numéro 1, numéro 2, numéro 3, que j'ai obtenu lors des M achats de paquets de céréales, eh bien, j'obtiens M. Donc, finalement, M moins A1M, c'est toute cette somme-là, moins A1M, on aura donc A2M, plus ANM. D'où la covariance de ces deux variables aléatoires, enfin de ces deux variables dont on a parlé juste au-dessus, elle vaut la covariance de A1M et de A2M plus ANM. Et ça, je vais là encore pouvoir utiliser la bilinéarité, enfin la linéarité à droite suffira. Donc on va avoir la covariance de A1M et de A2M plus la covariance de A1M et de ANM. Or, cette covariance-là vaut 0, car A1M et A2M indépendantes. Cette covariance-là vaut 0, car A1M et ANM indépendantes. Donc la somme vaut 0. On obtient une contradiction. On obtient donc une contradiction. Car n supérieur ou égal à 2, donc, moins m n-1 sur n carré est différent de 0. Conclusion, nos variables ne sont pas mutuellement indépendantes. C'est réglé. Passons à la question suivante. La question suivante, question 16a. E1, E2, En, enfin E1, une famille d'événements. Alors, il faut montrer que pour tout entier R, la probabilité de la réunion des EI est inférieure ou égale à la somme de la probabilité des EI. Bon. Très bien. Cette chose-là, on pourrait tout à fait la démontrer par récurrence à l'aide de la formule du crible de Poincaré. C'est, je pense, la façon la plus simple de faire. Donc, on demande de montrer ça R appartenant à n étoiles. On note PR la proposition. Eh bien, la probabilité de cette union inférieure ou égale à la somme des probabilités de cette chose-là. Bon. Si on initialise, pour R égale 1, P de E1 inférieur ou égal à P de E1, bon bah la proposition elle est trivialement vraie au rang 1.
Pas de souci là-dessus. Supposons maintenant, alors, je vais plutôt rédiger comme ça, soit R un entier naturel tel que la proposition soit vraie au rang R, c'est-à-dire que la probabilité de l'union pour I allant de 1 à R des EI est inférieure ou égale à la somme pour I allant de 1 à R des P de I. Très bien, on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, je vais m'intéresser donc à la probabilité de l'union pour I allant de 1 à R plus 1 des EI. Ça, c'est donc la probabilité de l'union pour I allant de 1 à R des EI. Union ER plus 1. Ça, formule du crible, c'est donc la probabilité de cette union plus la probabilité de ER plus 1 moins la probabilité de l'intersection. Cette probabilité-là, bien sûr, est positive, donc c'est plus petit que la probabilité de l'union pour I allant de 1 à R des EI, plus la probabilité de ER plus 1. Et donc, par hypothèse de récurrence, c'est plus petit que la somme pour I allant de 1 à R des P de EI, plus P de ER plus 1, par hypothèse de récurrence. C'est donc plus petit que la somme pour I allant de 1 à R plus 1 des P de EI. Donc, la proposition P est vraie au rang R plus 1. Reste à conclure. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout R appartenant à n étoiles, la probabilité de l'union pour I allant de 1 à R des EI est inférieure ou égale à la somme pour I allant de 1 à R des P de I. Alors attention dans cette question-là qui n'est pas du tout difficile, hein, mais qui, je pense, demande la récurrence pour la rigueur. Attention à ne surtout pas mélanger, comme je l'ai vu trop de fois, des unions avec des sommes et ainsi de suite. Certes, il y a un lien entre les deux, mais un lien, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Donc on ne peut pas remplacer les unions par des sommes ou les sommes par des unions. Question B. Montrez que la probabilité que Cm soit strictement plus grand que M est inférieure à n facteur de 1 moins 1 sur n à la puissance m, elle-même plus petite que n inférieur ou égal à l'exponentielle de moins m sur petit n. Bon. Très bien. Si à la question 16a, on nous a demandé de démontrer ça, c'est très probablement que cette probabilité ici que Cm soit plus grand que M, on va pouvoir l'écrire comme la probabilité d'une union. Alors une somme de probabilité, j'y crois pas trop, parce qu'ici vous voyez qu'on a, alors vous ne voyez pas sur l'écran, hein, mais vous voyez dans la question 16b que vous avez, on nous demande de montrer que la probabilité que Cm soit, enfin Cm plus grand que M soit inférieure à quelque chose, et donc il y a fort à parier que c'est plutôt sous la forme d'une union qu'il faudrait le mettre. Donc la question c'est qu'est-ce que veut dire que Cn est plus grand que M? Si Cn est supérieur à M, alors ça veut dire que la collection, ça veut dire que pour, je vais le dire comme ça, pour M paquets achetés, la collection n'est pas encore complète. Si elle n'est pas complète, ça veut dire que au moins l'une des vignettes n'a pas encore été trouvée. Au moins l'une des vignettes n'a pas encore été trouvée.
Donc, au moins l'une des variables AIM vaut 0. Donc, l'événement CM supérieur à M, c'est la première qui vaut 0, ou la deuxième qui vaut 0, ou la troisième qui vaut 0, et ainsi de suite. C'est donc une union pour I allant de 1 à N des AIM égale 0. C'est A1M qui vaut 0, ou A2M qui vaut 0, et ainsi de suite. Donc, la probabilité d'avoir Cn supérieur à M est inférieure ou égale à la somme pour I allant de 1 à N des P de AIM égale 0, d'après la question 16a. Mais il se trouve que cette probabilité-là, on sait la calculer. Or, pour tout I appartenant à un N, AIM suit la loi binomiale de paramètres M et 1 sur N. Donc, la probabilité d'avoir AIM égale 0 est égale à 0 parmi alors M, la probabilité du succès qui vaut 1 sur N, à la puissance 0, la probabilité de l'échec 1 moins 1 sur N, à la puissance M. Et donc, la probabilité d'avoir Cn plus grand que M va être inférieure ou égale à la somme de ces probabilités qui sont toutes les mêmes, donc à N, 1 sur N à la puissance 0 qui vaut 1, multiplié par 1 moins 1 sur N à la puissance M. Donc j'encadre ça parce qu'on a une première partie de notre travail. Maintenant, il faut démontrer que 1 moins 1 sur N à la puissance M est plus petit que exponentielle de moins M sur N. Il nous suffit en fait de démontrer, puisque les deux sont à la puissance M, que 1 moins 1 sur N est inférieur ou égal à exponentielle de moins 1 sur N. Montrons que 1 moins 1 sur N est inférieur ou égal à exponentielle de moins 1 sur N, ce qui revient à dire que 1 plus exponentielle de moins 1 sur N est supérieur ou égal à 1 sur N. Or, la fonction exponentielle que je dise pas de bêtises. On a plutôt ça, moins 1 est supérieur à moins 1 sur N. C'est mieux comme ça. La fonction exponentielle est convexe sur R. Donc, la fonction qui a x. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien fait pas du tout la peine de faire ça, ça suffit. C'est vrai, mais en fait, on n'en a pas besoin, je pense à autre chose. Donc, sa courbe est située au-dessus de ses tangentes. La tangente en 0 a pour équation y égale f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0, c'est-à-dire x plus 1. Donc, pour tout x appartenant à R, vous avez exponentielle de x qui est supérieure ou égale à x plus 1. On applique cela. En moins 1 sur n.
Donc on a exponentielle de moins 1 sur n supérieur ou égal à 1 moins 1 sur n. D'où, par croissance sur R+, de la fonction qui a x associe x puissance m, exponentielle de moins m sur n supérieur ou égal à 1 moins 1 sur n, le tout à la puissance n. Conclusion, donc n facteur de 1 moins 1 sur n à la puissance m est inférieur ou égal à n multiplié par exponentielle de moins m sur n. Conclusion globale, eh bien on obtient bien ce que l'on voulait. La probabilité d'avoir Cn supérieur à m est inférieure ou égale à n 1 moins 1 sur n à la puissance m, elle-même inférieure à n exponentielle de moins m sur n. Question pas très difficile, mais avec quand même des éléments auxquels il fallait penser. Mais tout à fait gérable. Question C. Soit C un réel strictement positif, montrez qu'on a la majoration P de Cn supérieure à Cn ln de n, inférieur ou égal à n puissance 1 moins c. Bon. Soit C un réel strictement positif. On a la probabilité que Cn soit supérieur à Cn ln de n. Bon. Alors, on a envie d'utiliser la majoration précédente. Sauf que dans la majoration précédente, petit m est un... comment dire est un entier, ce que n'est pas forcément Cn ln de n. Donc là, si on veut un entier, il faut passer par la partie entière. Donc on peut remarquer que cette chose-là, donc si jamais Cn est supérieur à Cn ln de n, alors Cn va être supérieur à la partie entière. Donc on va être plus petit ici que la probabilité d'avoir Cn supérieur à... supérieur, non, strictement à partie entière de Cn ln de n. Et donc là, je peux appliquer, sous réserve que... comment dire, que mon... Alors, attendez que je retrouve l'énoncé. Sous réserve que mon... ma partie entière soit strictement positive, ce qui n'est pas tout à fait sûr ici. Hein. Ça, c'est... donc, si jamais c'est strictement positif, ça sera plus petit que n exponentielle de moins partie entière de Cn ln de n sur n, si jamais Cn ln de n en partie entière est strictement positif. Donc déjà, ça, c'est pas garanti. Et ensuite, là, on est coincé parce qu'on ne peut pas simplifier le n dans l'histoire, et cette chose-là n'est pas plus petite que comment dire, que exponentielle de moins Cn ln de n, qui nous permettrait de conclure. Donc là, c'est sans issue. On peut se rappeler que Cn, c'est le nombre de paquets qu'il faut acheter pour avoir la collection complète, et donc c'est un entier. Donc si je regarde ça, si je suis plus grand que Cn ln de n, alors cette probabilité-là va être égale à la probabilité que Cn soit égal à la partie entière de Cn ln de n plus 1 non pardon, supérieur ou égal, puisque ce sera donc l'entier suivant. Et ça, ça a l'air pas mal, sauf que ici, j'ai un supérieur ou égal. Et dans la question d'avant, c'est un supérieur strict. Et si je suis supérieur ou égal à partie entière de Cn de n plus 1, je ne suis pas forcément strictement supérieur. Là, donc ça fonctionnerait. Si Cn était strictement supérieur à partie entière de Cn ln de n plus 1. Donc là, je ne sais pas trop comment faire pour répondre à cette question. Ici,
Ça c'est clairement sans issue parce que derrière ça me demande d'appliquer une inégalité qui est fausse, donc là c'est mort. Et quand on écrit ça, bah, là j'ai un supérieur ou égal qui devrait se transformer en un supérieur strict, mais ça, si jamais je pouvais écrire ici que c'était plus petit que la probabilité d'avoir Cn strictement plus grand que, ça marcherait. Mais j'ai pas ça. Donc là, je ne sais pas comment faire, et je suspecte qu'il y ait une erreur dans l'énoncé. Alors quand je dis je suspecte une erreur dans l'énoncé, pas une erreur de recopie de ma part, comme ça m'arrive parfois, régulièrement, on va pas se le cacher, une erreur de retranscription, mais là c'est pas le cas. Hein. Le sujet initial disait exactement ça, mais j'ai pas de certitude. Peut-être qu'il y a une méthode à laquelle je pense pas du tout, pourtant j'en ai essayé un tas. J'ai regardé des corrigés d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus, et là non plus, personne n'arrive à trouver de solution. Donc c'est quand même un petit peu étrange. C'est pour ça que je pense vraiment que l'erreur d'énoncer est la bonne piste. Bon bref, passons à la question d'après. Alors la question d'après, elle est un petit peu embêtante, entre guillemets, puisqu'elle va utiliser la question précédente. Donc ça, de toute façon, dans un sujet de concours, il n'y a pas de souci. Vous pouvez admettre le résultat de la question précédente pour passer à la question d'après. Mais bon, moi, comme je suspecte que c'est... Alors, soit la réponse, elle n'est pas bonne, soit... Bref, il y a des choses qui ne vont pas bien. Voilà. Bref, on va quand même l'utiliser. On admet la question précédente. Si quelqu'un a une solution, hein, ça m'intéresse. Enfin, autre que corriger l'énoncé. Donc, je prends donc x supérieur à moins ln de n, et je vais m'intéresser à la probabilité d'avoir Vn supérieur strictement, à x. Et ça, il faut se rappeler ce que c'est que Vn. Alors Vn, c'est Cn sur n moins ln de n. C'est donc la probabilité d'avoir Cn sur n moins ln de n supérieur à x. C'est donc la probabilité d'avoir Cn sur n supérieur à x plus ln de n. C'est donc la probabilité d'avoir Cn strictement plus grand que n facteur de x plus ln de n. Bon. Et là, maintenant, il serait de bon ton de pouvoir utiliser la question qui précède. Alors, je jongle dans l'énoncé. Voilà. Là-dedans, j'ai le n. J'ai le ln de n, mais j'ai le x qui m'embête un petit peu. Il va falloir que l'on fabrique quelque chose pour faire apparaître une constante qui soit strictement positive et qui nous permette de nous en sortir. Bon. Ce faisant, on va mettre n ln de n en facteur. Hein. Donc c'est donc la probabilité d'avoir Cn plus grand que n ln de n, donc qui sera donc facteur de x sur ln de n, plus 1. Et donc, si je pose C égale ce bloc-là, c'est bon, Cn supérieur à Cn ln de n, en posant C égale x sur ln de n plus 1, qui est strictement positif, car n est supérieur à 2 et x est strictement positif. Bon. Et donc ça, d'après la question qui précède, ça va être plus petit que n à la puissance 1 moins c, d'après la question 16c. Bon, encore une fois, c'est pas satisfaisant, parce que comme je suspecte que l'énoncé soit faux, c'est un petit peu embêtant. Mais bref, passons, on va faire comme si c'était vrai. Soit il y a une erreur et celui qui a conçu la question 16c a dû concevoir la CSD avec. Bon bref, passons. Donc n puissance 1 moins c, c'est donc exponentielle de n ln
de... l'exponentielle de 1 moins c, 1 moins... de moins x sur ln de n, multiplié par ln de n, ce qui nous fait exponentielle de moins x. Donc là, ça colle exactement avec ce qu'il faut. D'où la probabilité d'avoir Vn supérieur à x. Alors, d'où j'ai oublié de quantifier. Pour tout x strictement plus grand que moins ln de n, la probabilité d'avoir Vn, je suis en train de dire des bêtises, ici j'ai dit que x était strictement positif. Non, ça marche pas comme ça. C'est quand même positif, hein, mais donc x étant supérieur à moins ln de n, x sur ln de n est strictement plus grand que moins 1, donc c est strictement positif. P de v supérieur à x, inférieur ou égal à exponentielle de moins x, d'après ce que je viens d'exposer. Ça me perturbe cette question 16. C'est satisfaisant à aucun point. Passons à la question 17. Question 17a. Justifier que la loi conditionnelle du couple, conditionnée par l'événement, est la loi binomiale et en déduire que. Alors là, il y a un conditionnel en 3, à mon avis. Alors, je vais regarder l'énoncé initial. Non, je ne me suis pas trompé en recopiant. Néanmoins, la loi conditionnelle du couple, conditionnée par, ça fait beaucoup. Donc, soit la loi conditionnelle de AI, enfin la loi de AI conditionnée par, de toute façon, si on a la loi du couple, la conditionnée par l'événement n égale p, c'est pas intéressant. Donc ici, on détermine la loi conditionnelle de AI tilde, sachant grand N égale petit p. Alors, là-dedans, donc, on a un modèle un petit peu différent, n nombre de paquets achetés, qui est une variable aléatoire de Poisson. On cherche à calculer les probabilités, hein. On suppose que les vignettes sont numérotées. On note I tilde, la variable aléatoire donnant le nombre de vignettes numérotées I obtenues dans les n paquets de céréales. Donc on modélise les choses différemment. Donc si grand N égale P est vérifié, alors pour cet événement AI compte le nombre de succès. Alors AI compte le nombre de succès. Obtenir la vignette numéro I. Lors de P répétitions indépendantes. C'est un peu la même chose qu'à la question 15, hein, mais c'est une loi conditionnelle, hein, donc la loi conditionnelle de AI tilde, sachant que l'événement NP est réalisé. Alors ici, plutôt que vérifier, je devrais marquer plutôt réalisé. Et la loi. J'ai donc ici P répétition, puisque je sais que grand N est égal à P, et ma probabilité du succès, c'est 1 sur N. La question n'est pas terminée. On nous demande d'en déduire que la variable aléatoire suit une loi de Poisson dont on déterminera le paramètre. Bon, très bien. C'est-à-dire qu'on nous demande de calculer finalement la loi de AI tilde. Cette variable aléatoire AI tilde, c'est quoi? C'est le nombre de vignettes numérotées, donc c'est n. Si je prends k
appartenant à n, en utilisant la formule des probabilités totales appliquée avec le système complet d'événements que j'écris en intégralité. Enfin, système complet d'événements, je l'écris en intégralité, je veux dire, je l'abrège pas par SCE, lié à la variable n. On a la probabilité d'avoir AI tilde égale K. C'est donc la somme pour P allant de, alors notre grand N, loi de Poisson. Donc pour P allant de 0 à plus l'infini, d P de n égale P, multiplié par la probabilité, sachant que n égale P, d'avoir AI tilde égale K. Et donc on va avoir la somme pour P allant de 0 à plus l'infini, il y a un petit peu de calcul. P de n égale P, c'est une loi de Poisson de paramètres lambda. Donc on va avoir exponentielle de moins lambda. P puissance... lambda puissance P sur factoriel P, multiplié par cette probabilité-là, qui est une probabilité de loi de... comment dire je cherche mes mots. De loi binomiale. Donc il faut là-dedans que petit p soit supérieur ou égal à k. Donc ici, on va partir de k. Cette probabilité-là, elle vaut quoi? Elle vaut k. Alors, c'est une b, p1 sur n. Donc il faut k parmi p. Mon 1 sur n à la puissance k. Et 1 moins 1 sur n à la puissance p moins k. Donc p est bien plus grand que k, donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, il faut que j'arrive à fabriquer avec ça une loi de Poisson. Donc on va travailler tout ça. Alors il y a des choses qui sont à la puissance p, des choses qui sont à la puissance k, des choses qui sont à la puissance p moins k. Il y a probablement des choses qu'on va pouvoir sortir là-dedans de la somme par linéarité, donc on va le faire. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir régler ça? Je vais fermer quelques fenêtres parce que sinon je ne vois plus rien. Donc, déjà là-dedans, il va y avoir des choses qui vont simplifier avec le factoriel p. Donc on peut réécrire ça. Éventuellement, on peut sortir l'exponentielle de moins lambda. On peut sortir le n à la puissance k, puisqu'il ne dépend pas de p. Et le reste, on ne peut pas. P allant de k à plus l'infini. 2. Alors, il me reste là-dedans le lambda puissance p sur factoriel p. Le coefficient binomial, c'est factoriel p sur factoriel k factoriel p moins k. Ça se simplifie. Et il me reste du 1 moins 1 sur n à la puissance p moins k. Bon. Ici, on aurait sans doute intérêt à passer en p-k. Ici, on obtiendrait une somme qui part de 0 et ça se marierait bien avec ces deux-là. Donc, on va avoir l'exponentielle de moins lambda sur n puissance k. La somme pour j, pourquoi je l'appelle j, je vais l'appeler i, ça sera très bien. I allant de 0 à plus l'infini.
en posant I égale P moins K. Donc je vais avoir du lambda P, c'est donc I plus K. Factoriel K, le factoriel K je peux le sortir, il ne dépendait pas de P, donc je peux le sortir, ce qui nous simplifie un petit peu la tâche. P moins K c'est factoriel I, 1 moins 1 sur N à la puissance I. Bon. On va pouvoir sortir un lambda puissance K. Et donc on va avoir du lambda puissance K exponentielle de moins lambda sur factoriel K n à la puissance K. Des pop-up qui s'affichent, c'est assez désagréable. Somme pour i allant de 0 à plus l'infini. Donc il va me rester du lambda multiplié par 1 moins 1 sur n, le tout à la puissance i, sur factoriel i. Et ça, c'est une série exponentielle. Je vais donc avoir du lambda puissance k, exponentielle de moins lambda, factoriel k, n à la puissance k, exponentielle de lambda facteur de 1 moins 1 sur n. Et là, les deux exponentielles, on va pouvoir les arranger. Donc on a du lambda puissance k. Alors, je vais avoir du lambda sur n, je vais réécrire ça comme ça, à la puissance k. Exponentielle de moins lambda plus lambda moins lambda sur n sur factoriel k. C'est-à-dire du lambda sur n à la puissance k, exponentielle de moins lambda sur n sur factoriel k. On reconnaît une loi de Poisson. On reconnaît une loi de Poisson de paramètres lambda sur n. Donc, notre AI tilde suit la loi de Poisson de paramètres lambda sur n. Et voilà pour cette question. Petite sauvegarde, ça évitera de faire des bêtises. Ça commence à être long, on est déjà à 30 pages. Question 17b. Il y a combien de questions? 20 questions, on n'a pas encore fini. Montrez que, pour tout n uplé, on a la probabilité de cette intersection qui est égale à des choses. Bon. Donc, la probabilité, sachant que n égale p, d'avoir, je vais écrire ça en abrégé, donc pour i allant de 1 à n, des a tilde de i égale ki. Il va falloir qu'on réussisse à évaluer cette probabilité. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi P images, alors P vignette, on a obtenu K1 numéro 1, K2 numéro 2, Kn numéro n. Et là, c'est du dénombrement finalement. Hein. Donc pour choisir ça, on a donc K1 possibilité
parmi les P K2 parmi les P moins K1 restantes, et ainsi de suite. Parmi un total de n fois n fois n puissance p possibilités. Donc cette probabilité-là, donc la probabilité, sachant que n égale p, d'avoir cette intersection-là, va donc valoir eh bien, on a K1 parmi P possibilités, multiplié par K2 parmi P moins K1, multiplié par Kn parmi les Kn qui restent. Hein. On n'a pas trop le choix pour le dernier, en fait. Hein. Enfin, oui, monsieur, on n'a pas le choix. Puisqu'on n'a que P en tout, et que la somme vaut P, sur n puissance P. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a déjà le 1 sur n puissance P. Et maintenant, il va falloir qu'on regarde ce produit-là. Or, donc, K1 parmi P multiplié par K2 parmi P moins K1, je vais en faire un troisième pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, K3 parmi P moins K1 moins K2, multiplié, le dernier qui vaut 1, vaut, alors on va avoir du factoriel P sur factoriel K, K1, factoriel P moins K1. Le deuxième, on va avoir P moins K1, ça tombe bien, il va se simplifier, divisé par factoriel P moins K1, non, factoriel P moins K1 moins K2, multiplié par factoriel de K2. Je fais le troisième, donc on va avoir du P moins K1 moins K2, divisé par P moins K1 moins K2 moins K3, factoriel K3, multiplié par 1. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, il faudrait peut-être faire une récurrence pour plus de rigueur, mais on va s'en passer, ça se simplifiera avec le suivant. Et donc on aura factoriel P sur factoriel K1, K2, multiplié par Kn. Et on a obtenu ce que l'on voulait. D'où ce que l'on voulait, c'est-à-dire la probabilité, sachant que n égale p, d'avoir l'intersection pour i allant de 1 à n dai tilde égale ki, qui est égal à factoriel p sur le produit pour i allant de 1 à n des factoriels de ki, alors multiplié par 1 sur n à la puissance p. Une fois qu'on a compris qu'il faut dénombrer, le reste coule de source. Question C. Alors, question 17C. Oui, c'est ça, 17C. On nous demande de calculer la probabilité juste de cette intersection. Alors, c'est vrai qu'ici, le fait de conditionner par l'événement n égale p peut faire penser
à la formule des probabilités totales, parce que souvent c'est comme ça, sauf qu'ici, il y a une petite subtilité, c'est que les KI sont liés à P par le fait que K1 plus K2 plus Kn est égal à P. Donc on nous demande de montrer que pour tout n uplet, donc je vais en choisir un, appartenant à n puissance petit n, posons P égale la somme de ces KI. Alors dans ce cas-là, eh bien vous avez cette intersection eh bien comme vous avez K1 plus K2 plus Kn qui est égal à P, P étant le nombre total d'éléments de boîte achetée, c'est inclus dans n égale P. Donc la probabilité que l'on nous demande de calculer, c'est-à-dire l'intersection pour i allant de 1 à n des ai tilde égale ki, est égale à la probabilité de cette même intersection inter n égale p. C'est-à-dire la probabilité d'avoir n égale p multiplié par la probabilité, sachant que n égale p, d'avoir cette intersection pardon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, cette probabilité, ici, on vient de la calculer, elle est là, c'est donc factoriel p sur le produit pour i allant de 1 à n des factoriels de ki, multiplié par 1 sur n à la puissance p, multiplié par la probabilité que n soit égal à p, et on sait, d'après l'énoncé, que n suit une loi de Poisson de paramètre lambda, donc on aura du lambda puissance p, exponentielle de moins lambda, sur factoriel p. Bon. Évidemment, il y a une simplification qui est immédiate. Ensuite, on va avoir ici du lambda sur n à la puissance p. Et donc on a donc de l'exponentielle de moins lambda, du lambda sur n à la puissance p, divisé par ce produit. Produit des factoriels de ki. Bon. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que le produit qui porte donc sur n termes soit sur toute la fraction. Donc ici, on peut remarquer que l'exponentielle de moins lambda, c'est l'exponentielle de moins lambda sur n, le tout à la puissance n. Le lambda sur n à la puissance p, c'est le lambda puissance la somme des ki. Et au dénominateur, on a donc ce produit. Une fois que j'ai écrit ça comme ça, je peux mettre le produit devant tout ce petit monde. Ici, je vais avoir l'exponentielle de lambda sur n. Le lambda sur n juste à la puissance ki. Puisque je vous rappelle qu'un produit dans un produit, les exposants s'ajoutent, donc on aura bien notre somme de ki, divisé par factoriel de ki. Et c'est bien ça qu'on nous demandait. Oui. Donc, conclusion. Là, c'est une question un petit peu astucieuse dans l'écriture. La probabilité d'avoir l'intersection pour i allant de 1 à n des ai tilde égale ki est égale au produit pour i allant de 1 à n des exponentielles de moins lambda sur n, lambda sur n à la puissance ki, sur factoriel de ki. Bon. Alors en fait, on n'aurait pas forcément eu besoin de cette écriture-là pour la suite. Celle qui est ici nous aurait suffi. Mais si on s'était restreint à ça, on n'aurait pas répondu à la question C.
Question D. Montrer que les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes. Bon, on va regarder le produit pour i allant de 1 à n des probabilités de ai tilde égale ki. Et on sait que ai tilde suit une loi de Poisson de paramètres moins lambda sur n. Et donc on va avoir de l'exponentielle de moins lambda sur n, k sur n à la puissance ki, divisé par factoriel de ki, puisque la variable aléatoire ai tilde suit une loi de Poisson de paramètres lambda sur n. Et on retrouve donc la probabilité de l'intersection. Conclusion, les variables aléatoires sont indépendantes. Sont mutuellement indépendantes. On nous demande de comparer à la question 15C. Dans la question 15C, on a montré que d'autres variables n'étaient pas indépendantes. Ce qui veut dire que si le nombre d'achats est fixé, c'est ce qu'on avait à la question 15C, est fixé, les variables qui indiquent le nombre d'une vignette une nouvelle page, le nombre de vignettes ne sont pas indépendantes. S'il n'est pas fixé et suit une loi de Poisson, elles le sont. Bref, suivant comment on modélise la situation, il y aura ou pas indépendance. Alors attention, je dis comment on modélise la situation. Évidemment, dans la vraie vie, soit on va considérer que le nombre est fixé, soit on considérera qu'il ne l'est pas. La modélisation, elle est liée aussi à la situation qu'on regarde vraiment. Question 18. Le problème est décidément un petit peu long. Soit dn l'événement, à l'issue des n achats, le paquet de paquets de céréales, la collection est complète, montrer que P de dn est égal à cette chose-là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire que la collection est complète? Bon. Il faut donc avoir les vignettes au moins une fois. La collection est complète. Dès lors que, pour tout i appartenant à un n, ai tilde est supérieur ou égal à 1. Il faut qu'on ait au moins une vignette de chaque sorte. D'où la probabilité d'avoir dn. Ce sera donc la probabilité d'avoir l'intersection, pour i allant de 1 à n, des ai tilde supérieur ou égal à 1. Maintenant, il va falloir que l'on calcule ça, mais on vient de parler d'indépendance. Donc ça sera égal au produit, pour i allant de 1 à n, des probabilités d'avoir ai tilde supérieur ou égal à 1 par indépendance. Et donc on aura le produit pour i allant de 1 à n, des je vais passer par l'événement contraire, la probabilité d'avoir ai tilde égale 0, c'est-à-dire le produit pour i allant de 1 à n, des 1 moins. Ici, on a exponentielle de moins lambda sur n, lambda sur n à la puissance 0, divisé par factoriel de 0, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda sur n, le tout à la puissance n. Et c'est bien ça qui est attendu. Conclusion.
la probabilité de dn est égale à 1 moins exponentielle de moins lambda sur n, le tout à la puissance n. Et voilà pour la question 18. Une question pas trop difficile. Question suivante. On nous donne une indication juste avant. On admet le résultat suivant. La probabilité, sachant que n égale p de dn, est égale à la probabilité que cn soit inférieur ou égal à p. Donc ça, on verra comment on l'utilise, mais c'est une information à prendre en compte. Question 19a. Il y a combien de questions déjà? Je crois que c'est 21. Non, 20 seulement. Donc, 19a, montrer que P de dn est égal à la somme des probabilités de P de Cn plus petit que P multiplié par P de n égale P. Vu ce qu'on a et vu ce qui précède, pour moi, c'est clairement de la formule des probabilités totales. D'après la formule des probabilités totales, c'est un peu long à écrire, mais on va le faire. Avec le système complet d'événements lié à la variable aléatoire n, la probabilité d'avoir dn, c'est donc la somme pour p allant de 0 à plus l'infini, des p de n est égal à petit p, multiplié par la probabilité, sachant que n est égal à petit p, d'avoir dn. C'est-à-dire, d'après ce qu'on nous indique, la somme pour p allant de 0 à plus l'infini, des p de Cn inférieur ou égal à p, multiplié par p de n égale p. Question très simple. Dès lors, évidemment, qu'on a remarqué qu'il fallait utiliser la formule des probabilités totales, mais avec l'élément qu'on vient juste de nous donner, je vois pas bien comment on aurait pu penser à faire autre chose. Question B. On suppose maintenant que lambda est supérieur à 1, soit A appartenant à racine de lambda. Lambda, on pose K1 égale machin, K2 égale machin. Montrer que la somme pour P pardon, allant de K1 à K2 dn égale P est supérieure à 1 moins lambda sur A carré. Bon, on va faire notre calcul tout bêtement, et puis on verra bien ce qui se passe. Alors, je dis ça, mais j'ai perdu mon énoncé. Voilà, le voilà. Donc, la somme pour n allant à p, je dis n'importe quoi. Donc moi, le 1 moins lambda sur a carré, ça me fait penser à l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Le lambda étant la variance de la loi de Poisson, le a carré qui correspond bien à l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc il faudrait qu'on réussisse à faire ça. Alors, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, dans sa version, probabilité inférieure à A est supérieure ou égale à 1 moins lambda sur A carré. Donc la somme pour P allant de K1 à K2 des probabilités que n soit égal à P, c'est donc la somme de plusieurs probabilités pour une loi discrète. Ça ne serait pas pareil pour une loi à densité, mais pour une loi discrète, c'est donc la probabilité que n soit compris entre K1 et K2. C'est-à-dire la probabilité d'avoir lambda moins a plus petit que n, plus petit que lambda moins a en partie entière plus 1. Bon. Mais c'est-à-dire que l'on va avoir faudrait du n moins lambda pour avoir l'espérance de n. Et donc ça, si on l'encadre, comment est-ce qu'on va l'encadrer? La partie entière de n moins de lambda moins a va être inclus. Donc ça va être plus grand
que la probabilité d'avoir lambda moins a plus petit que n, plus petit que, ici c'est lambda plus a, ouf, plus petit que lambda plus a. En effet, si vous avez, si lambda moins a est plus grand que, enfin si n est compris entre lambda moins a et lambda plus a, alors vous avez la partie entière de lambda moins a qui est plus petit que lambda moins a qui est plus petit que n, qui va être plus petit que lambda plus a, qui sera lui-même plus petit que la partie entière de lambda plus a plus 1. Donc, la somme pour p allant de k1 à k2 des p de n est égale à p va être plus grande que la probabilité d'avoir n, j'allais dire n dans l'intervalle lambda moins a, lambda plus a, mais donc moins a, n moins lambda a, c'est-à-dire la probabilité que n moins lambda en valeur absolue soit inférieur ou égal à a. C'est-à-dire 1 moins la probabilité d'avoir n moins lambda strictement plus grand que a. Or, n admet une espérance qui vaut lambda et une variance qui vaut lambda aussi, hein, c'est la loi de Poisson. Donc, d'après l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, la probabilité d'avoir n moins lambda supérieur à a va être inférieure ou égale à l'espérance de n, la variance de n sur a au carré, c'est-à-dire lambda sur a au carré. Donc, on aura 1 moins la probabilité que n moins lambda soit plus grand que a, qui va être supérieur ou égal à 1 moins lambda sur a au carré. Et donc, on a obtenu ce qu'on voulait. Conclusion. La somme pour p allant de k1 à k2 des probabilités que n soit égal à p est bien supérieure à 1 moins lambda sur a au carré. Passons à la question 19c. Et enfin, on entamera bientôt la dernière question, la question 20. Alors, il faut montrer que la probabilité de dn est comprise entre la probabilité que Cn soit inférieur à K1 multiplié par 1 sur 1 moins lambda au carré. Très bien. Donc, pour le premier côté, la probabilité de dn, on a dit que c'était la somme pour p allant de 0 à plus l'infini des p de Cn inférieur ou égal à p multiplié par p de n égale p. Bon. Pardon. Donc notre somme, elle va, pour les indices p allant de 0 à plus l'infini, il suffit de la réduire. Donc elle va être plus grande, cette somme-là, que la somme pour p allant de k1 à k2 des p de Cn inférieur à p multiplié par la probabilité que n soit égal à p. Sachant que ce n supérieur à p est lui-même supérieur à cette chose-là, donc ça sera supérieur à la somme pour p allant de k1 à k2 des p de Cn inférieur à p multiplié par 1 moins lambda sur a au carré, d'après la question précédente. Bon. Mais, on peut remarquer que si p est supérieur à k1, c'est k1 que l'on veut,
Alors, Cn inférieur à K1 va impliquer que Cn est inférieur à P. Donc ça, si on a ça, on va être inclus dans Cn supérieur à P. Donc la probabilité d'avoir Cn supérieur à P va être supérieure à la probabilité d'avoir Cn supérieur à K1. D'où la probabilité de Dn va être plus grande que la probabilité d'avoir Cn supérieur à K1 multiplié par 1 moins lambda sur A2 multiplié par K2 moins K1 plus 1. Bon. K2 étant supérieur à K1, cette chose-là est supérieure ou égale à 1. Donc c'est donc supérieur à P de Cn supérieur à K1 multiplié par 1 moins lambda sur A2. La majoration, elle est quand même un petit peu large. On a quand même pas mal majoré. On a majoré une première fois ici, une deuxième fois ici, et puis encore une troisième fois ici. Donc, on a montré la première partie de l'inégalité, à savoir que la probabilité de Dn est plus grande que cette probabilité, ce produit de probabilité. Enfin, cette probabilité multipliée par 1 moins lambda sur A carré. Pardon. Reste l'autre partie de l'inégalité. Alors là, il faut être un petit peu plus malin, parce que bien sûr, on ne va pas pouvoir appliquer directement les choses. Donc, on a toujours la probabilité de Dn, qui est égale à la somme pour P allant de 0 à plus l'infini, d P de Cn inférieur ou égal à P, multiplié par P de n égale P. Donc là-dedans, la somme, on va l'arranger pour qu'elle n'aille, entre guillemets, que jusqu'à K2. C'est-à-dire qu'elle va être plus grande. Non, pardon. Je m'arrête avant, donc elle va être plus petite que la somme pour P allant de 0 à K2. Non, elle va être égale, je vais faire ça comme ça. De P de Cn inférieur à P, P de n égale P, plus la somme pour P allant de K2 plus 1 à plus l'infini, de la même chose. Et ensuite, je vais regarder ce qui se passe pour chacun des deux morceaux séparément. Or, cette somme pour P allant de 0 à K2, des P de Cn inférieur à P, P de n égale P. Pour la même raison qu'au-dessus, on va avoir ici plus petit que la somme pour P allant de 0 à K2, des P de Cn inférieur à K2. Multiplié par P de n égale P, qui est égal à la probabilité d'avoir Cn inférieur à K2, multiplié par la somme pour P allant de 0 à K2, des P de n égale P. Et cette somme-là, c'est inférieur à la somme pour P allant de 0 à plus l'infini, des P de n égale P, qui est égal à 1. Donc, le premier morceau de ma somme est inférieur à la probabilité d'avoir Cn inférieur ou égal à K2. Ensuite, le deuxième morceau de la somme. La somme pour P allant de K2 plus 1 à plus l'infini, des P de Cn inférieur à P, P de n égale P. Cette somme-là, elle vaut quoi ? Je vais carrément majorer ce morceau-là par 1.
Donc ça va être inférieur ou égal à la somme pour P allant de K2 plus 1 à plus l'infini des P de N égale P. Et là, si on retourne la somme, ça sera donc 1 moins la somme pour P allant de 0 à K2 des P de N égale P. Mais cette somme-là, elle est inférieure ou égale, non pardon, elle est supérieure ou égale, donc avec le moins, ça c'est supérieur ou égal, à la somme pour P allant de K1 à K2 des P de N égale P. Ok, donc globalement ma somme elle sera inférieure ou égale à 1 moins la somme pour P allant de K1 à K2 des P de N égale P. Et cette somme-là, eh bien, on a dit juste avant qu'elle était supérieure à ça, mais avec le moins, ça fera de l'inférieur. Donc, inférieur ou égal à 1 moins lambda sur A carré, qui vaut donc lambda sur A au carré. Et donc, si on recolle les morceaux, on obtient alors la probabilité de dn, qui va être plus petite que mon premier morceau, qui est la probabilité que Cn soit inférieur à K2, plus mon deuxième morceau, qui vaut lambda sur A carré. Et on peut conclure sur l'encadrement complet. L'encadrement complet, qui est donc la probabilité de Cn inférieur à K1 multiplié par 1 moins lambda sur A2, qui va être plus petite que la probabilité de dn, qui va être plus petite que la probabilité d'avoir Cn inférieur à K2, plus lambda sur A carré. Et alors cette question-là, elle n'était pas simple. Alors la première partie de l'encadrement ne posait pas de problème. La deuxième, il faut quand même y avoir réfléchi, entre guillemets, un petit peu avant. Alors, question 20A. On nous demande de trouver un encadrement. On pourra appliquer la question précédente avec lambda égale machin plus A égale machin. Bon, bah, appliquons. 19C avec ce qu'on nous dit. Hein. On va pas être... c'est déjà assez compliqué comme ça. Et A égale N puissance de tiers. On a donc K1 qui est égal à, je me rappelle déjà plus que c'est partie entière de lambda moins A, et K2 qui est la partie entière de lambda plus A plus 1, donc K1 qui est égal à n ln de n plus cnn moins n puissance de tiers en partie entière, et K2 qui est égal à la partie entière de n ln de n plus cnn plus n puissance de tiers plus 1. Nous, en appliquant cette chose qui est encore encadrée ici, la probabilité d'avoir Cn plus petit que la partie entière de n ln de n plus cnn moins n puissance de tiers est inférieur ou égal à la probabilité de dn, que l'on a déjà calculée par ailleurs, elle-même plus petite que la probabilité d'avoir Cn inférieur ou égal à partie entière de n ln de n plus cnn plus n puissance de tiers plus 1 plus, j'en ai quand même oublié un bout ici, hein, j'ai oublié le 1 moins n ln de n plus cnn sur a au carré
c'est quand même pas très beau tout ça. Plus ici n, ln de n plus cnn, le tout sur n puissance 4 tiers. La probabilité de dn, même chose, on l'a déjà calculé un petit peu plus haut. Cette probabilité, elle vaut 1 moins exponentielle de moins lambda sur n à la puissance n. Désolé. Donc, il n'y aura que le lambda à remplacer. Bon, c'est quand même très moche cette chose-là. On va y aller par petits morceaux. Donc déjà, le 1 moins n, ln de n, plus cn, n, sur n puissance 4 tiers. Je vais tout diviser par n. Ça vaut donc 1 moins ln de n plus cn divisé par n puissance 4 tiers moins 1, donc n puissance 1 tiers. Donc ça, le premier bout, c'est réglé. Ensuite, ça sur lambda carré, bon bah, et n ln de n plus cn n sur n puissance 4 tiers, ça va être égal à ln de n plus cn sur n puissance 2 tiers. Deuxième morceau de régler. Troisième morceau, on va s'occuper, où est ma souris, de ça. Donc n ln de n plus cnn moins n puissance 2 tiers. Ça, il faut déjà régler la partie entière. Donc la partie entière... C'est bien ça. La partie entière est supérieure, par exemple. Il faudrait que ce soit supérieur à quelque chose. Donc il faudrait choisir le nombre moins 1. Donc ça va être supérieur ou égal à n ln de n plus cn petit n moins n puissance 2 tiers moins 1. Donc la probabilité d'avoir cn inférieur ou égal à cette partie entière va être supérieur ou égal à la probabilité d'avoir cn inférieur ou égal à n ln de n plus cn n moins n puissance 2 tiers moins 1, qui vaut la probabilité, je divise tout par n, cn sur n plus petit que ln de n plus cn moins n puissance moins 1 tiers moins 1 sur n, qui est égal à la probabilité d'avoir cn sur n moins ln de n inférieur ou égal à cn moins 1 sur n puissance 1 tiers moins 1 sur n. Et là, on reconnaît Vn. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? De l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? On a la probabilité d'avoir Vn inférieur à... on doit trouver Vn. Donc on a ici du n ln de n plus cn n moins n puissance 2 tiers plus... plus 1, j'ai oublié de fermer mon machin. Qui, elle, va être inférieure ou égale à n ln de n plus cn n moins n puissance 2 tiers plus 1. Et donc de même, on aura la probabilité d'avoir Cn inférieure à cette chose-là,
qui sera inférieur ou égal à la probabilité d'avoir Vn plus petit que, c'est exactement le même calcul qu'au-dessus, sauf qu'ici vous avez 1 plus 1, donc ici vous avez un plus 1 sur n, Cn, pardon, moins, je suis en train de me dire que j'ai fait une bêtise, c'est du plus n à la puissance 2 tiers, donc du plus n à la puissance 2 tiers, donc du plus n à la puissance 2 tiers, donc plus 1 sur n puissance 1 tiers, plus 1 sur n. Et donc on a tout ce qu'il faut, conclusion. On a bien l'encadrement qui va bien. La probabilité d'avoir Vn plus petit que Cn moins n sur 1 sur n puissance 1 tiers, moins 1 sur n. 1 moins ln de n plus Cn sur n puissance 1 tiers, inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de moins Cn sur n à la puissance n, plus petite que l'autre côté, hein. C'est très long à écrire, enfin long, pas long en temps, mais long en distance, plus 1 sur n puissance 1 tiers, plus 1 sur n, plus ln de n, plus cn sur n puissance 1 tiers. Et voilà la question 20A terminée, c'est-à-dire l'avant-dernière question de ce problème. Question 20B. Retrouvez alors la convergence en loi de la suite Vn vers une variable aléatoire de la loi de Gumbel. Donc la question d'avant, elle a été faite pour une suite Cn qui est convergente. Bon. Donc évidemment ici, l'idée ça va être de faire intervenir la probabilité que Vn soit plus petite que x, ici aussi. Donc si je prends... je vais d'abord me donner un réel. Alors tout d'un coup j'ai un petit doute sur la loi de Gumbel. Est-ce que c'est... faut prendre un réel ou un réel positif Où est-ce qu'elle est définie cette loi? Ok. Je ne sais déjà plus. Bon, on va prendre un réel positif. Et si c'est un réel quelconque, c'est pas très grave, je le modifierai après. Donc, on pose Cn égale x plus 1 sur n puissance 1 tiers plus 1 sur n. On remarque que Cn converge vers x lorsque n tend vers plus l'infini. On a... Donc on a bien une suite convergente. Hein. La probabilité donc que Vn soit inférieur ou égal à x, multiplié par 1 moins ln de n plus Cn sur n puissance 1 tiers, inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de moins Cn sur n, le tout à la puissance n. Bon. Or, Cn converge vers x, et donc vous allez avoir ln de n sur n puissance 1 tiers qui tend vers 0 par croissance comparée. Vous avez Cn sur n puissance 1 tiers qui va tendre vers 0 là aussi, puisque Cn converge vers x. Et donc on obtient à la limite on obtient il faut maintenant regarder 1 moins exponentielle de moins Cn sur n, le tout à la puissance n, qui est une exponentielle de n ln de 1 moins exponentielle de moins Cn sur n.
Or, exponentielle de moins Cn va tendre vers exponentielle de moins x. Donc, exponentielle de moins Cn sur n va tendre vers 0. Et donc, n ln de 1 moins exponentielle de moins Cn sur n va être équivalent en plus l'infini à n multiplié par moins exponentielle de moins de moins Cn. Non, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est-à-dire moins exponentielle de moins Cn qui va tendre vers moins exponentielle de moins x. Donc par composition de limite, c'est la page après, donc par composition de limite, moins exponentielle de moins Cn sur n à la puissance n va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers la fonction de répartition d'une variable aléatoire de Gumbel, c'est-à-dire exponentielle de moins exponentielle de moins x. Bon. Donc, d'un côté, où est mon inégalité? Cette chose-là va être équivalente, en fait, à la probabilité que Vn soit inférieur ou égal à x. D'où la probabilité à gauche, c'est-à-dire Vn inférieur ou égal à Cn, moins 1 sur n puissance 1 tiers, moins 1 sur n, multiplié par 1 moins ln de n plus cn sur n puissance 1 tiers, va être équivalent en plus l'infini à f Vn de x. Voilà, 1 moins exponentielle de moins Cn sur n à la puissance n va être équivalent en plus l'infini à exponentielle de moins x. Ok, et en posant ce que j'ai fait, c'est pas très satisfaisant, mais en même temps, ouais, c'est pas satisfaisant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En posant Cn, donc là, ce que je l'ai fait, en fait, c'est pour n'importe quelle suite Cn. Alors, normalement, les sont toutes vraies pour toutes les suites Cn, sauf qu'avec les théorèmes que vous avez, vous ne pouvez pas le faire directement. On est obligé de fabriquer des suites Cn qui marchent bien. En posant Cn est égal à une suite qui va bien marcher pour l'autre, c'est-à-dire x moins 1 sur n puissance 1 tiers moins 1 sur n, on a la probabilité d'avoir Vn inférieur à Cn plus 1 sur n puissance 1 tiers plus 1 sur n plus ln de n plus Cn sur n puissance 1 tiers va être équivalent en plus l'infini à f Vn de x. Et donc, par encadrement, on obtient alors que f Vn de x équivaut en plus l'infini à exponentielle de moins x, d'où
la limite en fait, hein, f vn de x converge quand n tend vers plus l'infini, vers exponentielle de moins x, d'où vn converge en loi vers une variable aléatoire v, où v suit la loi de Gumbel. Alors, je ne suis pas très satisfait d'un quelque chose, c'est que j'ai utilisé deux suites différentes, mais en fait on ne peut pas composer la probabilité et dire que ça va tendre vers. Donc on est bien obligé de fabriquer deux suites différentes. Voilà pour tout ce problème très très long, avec un début je trouve très intéressant, mais à la fin c'est quand même long.